Les éditions Main Libre ont eu la très bonne idée de prendre le texte de Stanley, ces nouvelles qu'il vient de publier chez eux, Crépusculaire. Euh, Stanley, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous deux. Alors Stanley, c'est une première expérience avec l'éditeur Main Libre pour toi? Ben, j'ai fait le scénario de la bande dessinée de Jean-Michel Girard, Avec- notre bande dessinée qui est apparue au printemps, Isabelle Watson, le premier tome, mais c'est donc le premier livre en solo et à mon nom qui paraît chez Nelly. Mais il y en a quand même un paquet, là. C'est ta 25e publication et t'as été un peu dans tous les genres. Tu as beaucoup écrit sur la musique, le jazz. Fais-moi un petit rappel de ça, s'il vous plaît. Ben, c'est vrai, j'ai écrit des romans pour la jeunesse, j'ai écrit des chansons qui n'ont pas été publiées, bien sûr, mais certaines d'entre elles ont été enregistrées. J'ai écrit des scénarios pour la télé, mais mon premier amour, celui auquel je reviens toujours, c'est la nouvelle. C'est le genre qui me convient le plus, tant comme lecteur que comme écrivain. Et on peut s'attendre à quelle sorte de nouvelles dans le crépusculaire? Je renoue avec les univers que j'aime le plus. Le Crépusculaire, le titre lui-même renvoie à l'une des sources de mon inspiration, c'est-à-dire la série de Twilight Zone que j'ai découverte quand j'avais 14 ans. Ah oui. Twilight Zone, c'était une anthologie de nouvelles, en quelque sorte, parce que il n'y avait pas de personnage récurrent dans cette série télé-là, sinon le narrateur, Rod Serling, qui était le principal scénariste qui présentait les histoires, qui n'étaient pas toutes de lui. Et dès lors, à 14 ans, quand je regardais les noms des scénaristes, quand je regardais les sources des histoires qui nous étaient proposées, donc là, ça m'a permis de découvrir des écrivains comme Richard Matheson, Charles Beaumont, toute cette école du fantastique moderne américain qui ont été en quelque sorte mes maîtres. Mais la littérature, ben, c'est ce que j'allais dire, la littérature américaine t'a toujours plu. Tu as toujours navigué dans ces eaux-là de façon très confortable. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout parce que c'est vrai que beaucoup des écrivains qui m'ont le plus marqué sont des auteurs américains. C'est vrai que spontanément, je dirais qu'aussi en même temps, à l'époque où je découvrais Twilight Zone et ses auteurs, je découvrais aussi l'œuvre d'Albert Camus. Fait que s'il y avait une espèce de parallèle aussi à faire dans l'ambiance de Twilight Zone, je trouve que c'est quelque chose, quand on le regarde encore aujourd'hui, il y a quelque chose de très existentialiste dans ce que vivent les personnages de cette série-là. Mais bon, les auteurs de Twilight Zone et d'autres Américains ont été mes lectures fétiches, je dois le dire. Je pense, d'ailleurs, ils sont identifiés dans les textes de Crépusculaire. Il y a des renvois à des écrivains qui m'ont marqué. On pense à l'Argentin Jorge Luis Borges, on pense à l'Haïtien Jacques-Stéphane Alexis, on pense à Edgar Allan Poe. Donc là, on revient aux Américains à ce moment-là. Mais c'est vrai que tous ces auteurs-là, et ce sont des auteurs de nouvelles, et je précise, c'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus connus pour leurs textes courts que pour des romans ou quoi que ce soit du genre. Et puis là, as-tu un autre roman qui est en cours, là, qui est en cours d'écriture? J'ai toujours trois ou quatre Ah oui. projets sur la table de travail. Notamment, c'est pas un roman, mais là, on revient à la musique qu'évoquait Winston tantôt. Je travaille depuis 4 ans et plus sur la biographie de Michel Donato qui s'impatiente. Il a hâte de voir le livre paraître. Ah Mais oui. c'est long. C'est 60 ans de vie active dans la musique, pas juste jazz, hein, dans toute la musique populaire québécoise et même classique. Michel est même donc, c'est donc se replonger là-dedans, c'est de recréer l'ambiance de chaque époque qu'il a traversé avec brio. Et donc, vérifier, parce que Michel, je pense qu'il ne m'en voudra pas de dire qu'il n'a pas une très bonne mémoire. C'est quand il m'affirme quelque chose, là, il faut faire 4 contre-vérifications pour être sûr que ça s'est bien passé à tel endroit et en telle année. On peut Donc, rappeler je travaille beaucoup là-dessus ces jours-ci. on peut rappeler que Michel Donato, c'est un fabuleux contrebassiste jazz qu'on Oui. a entendu avec Vic Vogel, qu'on a entendu avec Avec plein tout le de monde. groupes de festivals. Avec Karen Young, et surtout, il Avec faut tout le le monde, dire, c'est oui. quelqu'un qui avait été recruté. Ça n'a pas eu lieu, mais l'invitation avait été lancée par Miles Davis et qui a joué avec Bill Evans et Oscar Peterson. Moi, juste ça, Oscar Peterson et Miles Davis et Bill Evans, ça lui garantit une place importante dans l'histoire du jazz, Michel Donato. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à Crépusculaire, parce qu'il y a quand même 31 nouvelles, je les ai comptées, là. Moi, je me suis rendu à 26, à peu près. T'as presque fini. C'est déjà pas pire, tu sais. Mais euh, j'aimerais savoir comment tu l'as abordé, parce que les nouvelles sont de différentes longueurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui font une page et demie, et il y en a d'autres qui font 15 pages. Ben, pas tout à fait 15 pages, mais presque.
Alors, ça te vient comment? Ces Ben, flashs-là te viennent comment? chaque nouvelle, je pense, impose sa longueur et impose son propos, sa forme. J'ai d'abord le recueil lui-même, je l'avais commencé aux alentours de 2014, puis il traînait dans mes affaires. Puis au fond la pandémie et le confinement qui m'ont fait redécouvrir que j'avais ça, qui traînait dans le fond de la mémoire de mon ordinateur. J'ai relu en 2020, au moment où on était tous enfermés chez soi, je me mets à relire ce manuscrit inachevé. Je découvre que j'aime encore ça. Pas toutes. Il y en a qui ont pris le bord. Il y en a qui étaient commencés, que j'ai terminé, d'autres que j'ai abandonnés. Puis, il y avait cette idée de la microfiction. Alors, des nouvelles très, très courtes, 320 caractères, c'est la longueur d'un message sur Twitter. Ben oui. Ça, c'est un défi que je m'étais lancé dans le cadre d'une soirée que j'animais au Petit Extra. C'était une soirée dans Montréal en Lumière en 2019 où c'était dégustation de musique jazz, de mets haïtiens et de littérature. Donc, j'avais lu des textes, des miens comme des gens que j'aime beaucoup. J'avais écrit en direct. J'avais invité les gens qui dînaient avec moi ce soir-là, l'assistance, à écrire aussi ces micro-fictions-là, puis qu'on se les lise après. Puis ça m'est resté depuis, parce que c'est un format qui est un exercice de style, mais qui est un défi formel. Comment réussir à raconter une histoire à peu près complète en 320 caractères. Donc, mais c'est toujours ce moment de bascule quand il se passe quelque chose dans la vie d'un personnage. Dans le cas d'une nouvelle qui a 320 caractères, quelques lignes, c'est juste le bascule qu'on raconte, alors que dans une nouvelle qui se déploie sur plusieurs pages, il y en a quelques-unes comme ça qui sont assez longues, eh bien, on va mener tranquillement le personnage vers le bascule plutôt que d'y arriver tout de suite. Et c'est pas vrai l'adage qu'il y a toujours un début, un milieu, une fin. Ça arrive très bien qu'à un Oui, il y a moment juste une fin. donné, exister comme un nuage dans le ciel, that's it. J'aimerais que tu C'est me parles. vrai. Oui, vas-y, écoute. Non, non. J'aimerais que tu me parles de la traversée du Cap avec l'aïeul. Ben voilà, c'est un exemple de nouvelle qui prend son temps pour arriver où est-ce qu'elle doit arriver. D'abord, c'était, non, sans être une commande, j'ai été fortement invité par ma sœur qui dirige la corporation, la fondation des Amis d'Oswald Durand. Oswald Durand, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est un poète fort important de la littérature haïtienne. C'est le poète de Cap-Haïtien, qui est la ville d'où viennent mes parents. Et Oswald Durand, qui a écrit les paroles de l'hymne présidentiel haïtien, qui a été vraiment une figure marquante du 19e siècle, je le fais revivre dans cette nouvelle qui se voulait un cadeau à la Fondation pour redécouvrir le Cap-Haïtien au moment de son 350e anniversaire. On pensait ouvrir la bibliothèque cet été-là, mais évidemment, encore une fois, c'est la pandémie qui a arrêté ça. Le projet est encore dans l'air, les livres sont dans des entrepôts à Cap-Haïtien en attendant qu'on puisse ouvrir pour vrai. Et donc, je me suis intéressé à Oswald parce qu'évidemment, c'est un personnage folklorique dans ma famille. C'est du côté de ma mère que ce sont des Durand. Donc, j'ai l'intégrale de ses poèmes. Puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Et c'est un peu lié à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette soirée de dégustation, parce que la première esquisse de cette nouvelle-là est née au Petit Extra pendant cette soirée-là. Et donc, oui, je décide d'en faire cette histoire de cette dame, cette femme qui vit aux États-Unis, qui est d'origine haïtienne, qui serait descendante comme moi d'Oswald et qui revient au Cap-Haïtien et qui le rencontre un soir de beuverie dans l'hôtel où elle loge pendant qu'elle est à Cap-Haïtien. Puis Oswald se met en tête de lui faire découvrir la ville, de lui faire découvrir l'histoire de la ville. Donc, c'est vraiment une traversée non seulement de la ville géographique et physique, mais aussi de toute son histoire parce que c'était la commande pour le 350e. Et aussi, je m'étais mis un défi formel de faire parler Oswald Durand en alexandrin. Je te l'ai dit, il n'a pas écrit qu'en alexandrin. Formidable. Et là, alors, c'est un travail. La première version du texte qui est apparue sur le site, j'étais convaincu que j'avais écrit en alexandrin, mais c'est là où on voit le travail, quand on se dit qu'est-ce que c'est que remanier un texte pour un recueil. L'éditrice Corinne Chevalier me dit, tu sais que ce n'est pas des alexandrins pour vrai, parce que le E muet, parfois il est muet, d'autres fois il n'est pas muet. Et là, elle m'a expliqué c'était quoi les règles, parce qu'elle est comédienne aussi, Corinne. J'ai dit, ah bon, ben là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux abandonner l'idée des alexandrins? J'ai dit, non, je vais les réécrire, tous les dialogues pour qu'ils soient en alexandrin. Et jusqu'à la dernière soirée où on travaillait sur le livre, elle me dit encore, ah, à telle page, j'ai compté, c'est 13 pieds, là, il y a une syllabe de trop.
On a continué ça presque toute la nuit, à retravailler le dialogue pour qu'il soit. Alors que Stéphane, il disait, ouais, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. J'ai dit, non, si j'ai dit que c'était en alexandrin, il faut que ce soit en alexandrin. Donc, on a fait ce travail-là. Puis à ce moment-là, ça devient très ludique, mais c'est extrêmement exigeant, l'alexandrin. Oui, je comprends. Demande à Shakespeare ou à Molière. Ben voilà. Et puis là, Stanley, on sait que tu fais de la radio depuis plusieurs années à Radio-Canada. Tu peux nous parler un peu de ton émission qu'on Le peut switch. encore, oui, mais Mais quand le jazz est là, oui, animé par moi, est en nombre depuis 2009, l'été 2009, c'est là que j'ai commencé. Il y a eu des changements cette année. On a déplacé l'émission dans la case horaire. Et elle est maintenant diffusée du lundi au jeudi de 22 heures à minuit. Une nouvelle émission, par contre, a été ajoutée à ma tâche de travail qui, elle, est consacrée spécifiquement au jazz vocal et qui passe le dimanche soir à 19 heures. Elle s'appelle La boîte de jazz, une réalisation de Lou Tremblay, qui avait déjà travaillé avec moi précédemment sur Quand le jazz est là. Voilà, donc je suis encore en ondes, pas aux mêmes heures. Ça a été toute une adaptation pour les auditeurs qui sont pas forcément des technophiles qui vont écouter ça sur l'ordinateur, sur audio, qui préfèrent les bonnes vieilles ondes hertziennes. Et ça, à ce moment-là, si vous êtes couché à 10 heures, vous ne m'entendez pas. C'est ça, mais mais on peut toujours le réécouter. Effectivement, mais je me dis, il y a des gens qui n'ont pas cette habitude-là de dire je vais réécouter quelque chose qui a passé la veille, souvent par l'ordinateur. c'est générationnel en même temps. Oui. Les plus jeunes, il n'y a pas de problème. Il n'y a Mm. vraiment pas de problème. Puis Oui, on est passé un peu vite là-dessus, mais tu fais aussi des textes pour des chansons, pour entre autres ta bonne amie Sonia Johnson. Et puis tu collabores aussi avec Anthony Rosankovitch, un autre de tes très bons amis, qui est un auteur, compositeur, musicien exceptionnel. Euh, et même, tu as déjà fait aussi même une matinée pour orchestre. Avec Avec- Anthony, sur lequel tu jouais, si je me Exactement, rappelle bien. Tu étais, exactement. dans C'était l'orchestre à ce moment-là. une commande de Jean-François Rivet pour l'Orchestre symphonique de Laval, mhm. qui est une œuvre vraiment exceptionnelle pour les enfants. Peux-tu nous parler de cette œuvre-là en particulier? Parce que On peut commencer par ça, c'est les aventuriers de l'air perdu, c'est comme ça que ça l'aventurier de s'intitulait. l'air, R-A-I-R, perdu, comme un Oui, comme air de chanson, une hein? mélodie perdue, oui. C'est ça. Donc, c'était, au fond, c'était une sorte de nouvelle, entre guillemets, un conte qui avait été créé à la demande de Jean-François pour permettre d'illustrer comment l'orchestre classique, l'orchestre symphonique peut s'adapter à différentes esthétiques. C'est un tour du monde en musique parce qu'on est à Cuba, on est en Europe de l'Est, tout ça à travers les pérégrinations de ce jeune homme qui cherche une partition perdue qu'avait écrit son grand-père. On est encore une fois presque dans traversée du Cap avec l'aïeul. Donc, c'est ça, ce jeune homme-là cherchait cette partition et donc traversait les différents genres. Et Anthony Rosankovitch avait donc écrit la musique de ce conte où, en fond, c'était plus ou moins toujours la même mélodie qui était transformée selon Le les, pays, les traditions musicales des divers pays qu'on explorait. et tu avais écrit tout ce texte-là J'avais écrit, sur oui, parce que c'était en fait un conte pour, dirons-nous, comédien et orchestre, parce qu'il y avait donc ce comédien, c'était Jean Harvey qui l'a fait la première fois, ça avait été refait par Rémi Girard, toujours avec l'orchestre dirigé par Jean-François Rivet. Ça avait été refait à Toronto. Là, Anthony a l'ambition d'en faire un disque pour que l'œuvre Absolument. soit fixée et qu'elle survive, là. Parce on l'a écouté en fin de semaine oui, dernièrement, et c'est un bijou, oui. Ah, carrément. c'est gentil, c'est C'est un gentil. bijou, vraiment. Moi, je reviens en terminant avec Crépusculaire et je suis tombé en amour avec ma Niña Estrellita. Et tu me dis un mot là-dessus parce que je connais ton goût pour les femmes. Oui, mais tu vois, ma Niña Estrellita qui s'inspire. En fait, la première fois que ce texte est apparu, il était pas présenté comme de la fiction parce qu'effectivement, il s'inspire d'un voyage que j'ai fait à Rome il y a plusieurs années. J'ai fini par le transformer en une aventure de mon ami et mon alter ego Marvin Courage. Mais j'étais à Rome dans les années 90, puis j'avais rencontré cette jeune haïtienne qui était mannequin, qui est maintenant designer de mode. Et donc, on avait échangé et tout ça. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Et c'est dans ce texte-là que je fais référence au fond, parce que le nom que je lui ai donné, c'est un nom tiré d'une œuvre de Jacques-Stéphane Alexis,
Donc, c'était un peu pour illustrer aussi le parcours de l'immigration haïtienne. Tu sais, on ne se dit pas que, ah, il y a des Haïtiens qui vivent à Rome. Ça, c'est pas la première chose qui lui passe par l'esprit, mais ils sont partout, les Haïtiens, à vrai dire. Et donc, dans cette rencontre-là, on ne peut pas appeler ça une histoire d'amour parce que c'est un truc qui est non abouti, mais dans ce texte-là, qui avait paru, comme je dis, dans une autre forme il y a plusieurs années, c'était juste d'illustrer ça, la présence de la culture haïtienne un peu partout à travers le monde. Alors, Stanley, je montre à l'écran le livre en réel et je rappelle qu'il est publié aux éditions Main Libre, Crépusculaire. Ça a été très gentil et généreux de ta part de nous accorder l'interview ce matin, Stanley Péan. Ben, c'est vous deux que je trouve généreux comme ça d'offrir cette tribune-là aux créateurs de tout genre, là. C'est un service public essentiel. Merci beaucoup, Et Stanley. bonne chance dans tous tes projets parce qu'ils sont nombreux et pas à la veille d'arrêter, hein? Moi, on ne peut pas m'arrêter. Allez, au À revoir. Allez, bonne bientôt, journée. Sam. Ciao.